Donc jusqu'à maintenant, on a appliqué la loi de Hardy-Weinberg pour un gène biallélique, c'est-à-dire représenté par deux allèles. Mais la loi de Hardy-Weinberg, elle peut s'appliquer aussi à un gène multiallélique. Donc on va prendre l'exemple d'un locus à n allèles. Donc n allèles, c'est-à-dire que vous avez l'allèle A1, A2, A3, etc. jusqu'à AN. D'accord? Donc, la première des choses, c'est qu'il faut déterminer le nombre de génotypes dans un cas d'un gène à n allèles. Donc, en théorie, le nombre de génotypes sera bien sûr fonction de n, petit n, c'est-à-dire le nombre d'allèles. Donc, ça sera de la forme n, facteur de n plus 1, le tout sur 2. Donc, ça, c'est le nombre de génotypes différents dans la population. Donc, c'est-à-dire si n égale à 3, si le gène il est géré par 3 allèles, donc le nombre de génotypes, le nombre théorique de génotypes sera 3 facteurs de 3 plus 1 sur 2. 3 plus 1, ça fait 4, fois 3, ça fait 12, sur 2, ça fait 6. Donc 6 génotypes. Si vous avez 3 allèles, dans le cas où on avait 2 allèles, donc la formule s'applique aussi lorsqu'on a 2 allèles. Lorsqu'on avait 2 allèles, donc le nombre de génotypes, c'est 2, facteur de 2 plus 1 sur 2. Donc 2 plus 1, c'est 3, fois 2, c'est 6, sur 2, c'est 3. Donc 3 génotypes dans le cas de 2 allèles, de n égale à 2. Bien. Donc là, comme ça vous donne une idée sur le nombre de génotypes en fonction du nombre d'allèles. Donc maintenant, revenons à la loi de Hardy-Weinberg. Donc on a dit que cette loi, elle s'applique à un gène multiallélique. C'est-à-dire qu'il y a les fréquences géniques et les fréquences génotypiques restent constantes d'une génération à une autre, même s'il s'agit d'un gène multiallélique. Bien. Donc, comment démontrer ça? Tout simplement, si les fréquences de ces différents allèles, donc là, on a les différents allèles, A1, A2, A3, etc. Donc, pour chaque allèle correspond une fréquence. Donc, pour l'allèle A1, dans la population, sa fréquence, elle est de P1. La fréquence génique de A2, c'est P2. La fréquence de A3, c'est P3. D'accord? Donc, les fréquences des différents génotypes dans une population où le gène est multiallélique, les différentes fréquences, elles sont données par le développement de la formule suivante. C'est-à-dire, il suffit de développer la formule P1 plus P2 plus P3, etc., le tout au carré. Donc, c'est la même explication, si vous voulez, qu'on a faite avant pour les gènes bialléliques. Dans le gène biallélique, si vous vous rappelez, je disais que les différentes fréquences génotypiques seront données par le développement du binôme P1 plus P2, puisqu'il n'y avait que deux allèles, l'allèle A1, l'allèle grand A et petit a. Maintenant, on a plusieurs allèles, donc ça sera le développement de, bien sûr, cette identité. Bien. Donc, là, bien sûr, P1, chacun des parents, il va donner un gamète. Donc, dans le gamète, il y aura soit l'allèle A1 avec la fréquence P1, soit l'allèle A2 avec la fréquence P2, soit l'allèle A3 avec la fréquence P3, etc. Donc, lorsque je dis soit, dans les statistiques, les probabilités statistiques, soit ou bien ou, ça se manifeste par un signe d'addition. D'accord? Donc, c'est pour cela que j'écris P1 plus P2 plus P3. Donc, le carré, bien sûr, ça reflète l'union de deux individus, bien sûr, de deux gamètes. Un gamète, mettons un gamète mâle avec la fréquence, avec l'allèle A1 de fréquence P1, A2 de fréquence P2, etc. Et le gamète femelle qui sera aussi soit correspondant à l'allèle A1 avec la fréquence A1, l'allèle A2 avec la fréquence P2, etc. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on élève au carré. Donc normalement les fréquences génotypiques pour un locus multiallélique, donc vous avez bien sûr dans les génotypes, vous avez les homozygotes. Donc dans la première ligne, vous avez les homozygotes A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, etc. D'accord? En fonction du nombre d'allèles. Hein? Donc là, c'est un cas général.
Si vous avez un gène triallélique, c'est-à-dire qui est représenté par trois allèles, donc vous aurez A1, A1, A2, A2 et A3, A3. Ça s'arrête là. D'accord? Bien sûr, il y aura dans la deuxième ligne, vous avez les hétérozygotes. Donc, c'est-à-dire A1, A2, A1, A3, A2, A3, etc. Donc, hétérozygote. C'est-à-dire que les deux allèles, ils seront différents. Voilà. Donc, Donc, si vous avez un gène triallélique, les hétérozygotes, dans le cas d'un gène triallélique, seront A1, A2, A1, A3 et A2, A3. Voilà. Donc, voilà la répartition, si vous voulez, des fréquences génotypiques. Donc, pour chaque génotype, donc, vous avez au-dessus là sa fréquence. Donc, A1, A1, c'est P1 au carré, A2, A2, c'est P2 au carré, etc. Pour A1, A2, c'est 2P1, P2. D'accord? Pour A1, A3, c'est 2P1, P3. Pour A2, A3, c'est P2, P2, P3, etc. Voilà. Donc, ça, ce sont théoriquement ce qu'on doit obtenir lorsqu'on a un nombre d'allèles supérieur à 2. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on a un gène multi-allélique. Voilà. Donc, on va prendre un exemple concret pour essayer de comprendre cette répartition de fréquences géniques et génotypiques dans une population lorsqu'on s'intéresse à un gène multiallélique. Donc là, on va prendre l'exemple d'un gène triallélique. Vous savez que les groupes sanguins du système ABO, c'est-à-dire les groupes A, B, AB et O, ils sont gérés par trois allèles. D'accord? Des allèles qu'on appelle IA, IB et I0. D'accord? Donc, IA et IB, donc ça correspond, si vous voulez, ça code pour ce qu'on appelle des agglutinogènes. Les agglutinogènes, donc vous avez des agglutinogènes, il y a deux types d'agglutinogènes. Des agglutinogènes grand A, qui sont codés par l'allèle IA, les agglutinogènes grand B, qui sont codés par l'allèle IB, et lorsqu'on a un allèle I0, donc c'est-à-dire il y a absence d'agglutinogène. D'accord? Donc, chaque agglutinogène, il confère l'appartenance au groupe sanguin correspondant. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'agglutinogène grand A, il va conférer la correspondance au groupe sanguin A. L'agglutinogène B va conférer l'appartenance au groupe sanguin B, etc. Bien. Donc, chaque agglutinogène, il va coder pour des agglutinines. Les agglutinines, ce sont les anticorps. D'accord? Contre l'agglutinogène opposé. Donc, par exemple, ici, l'agglutinogène grand A va coder pour des agglutinines contre l'agglutinogène grand B. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous aurez des anticorps anti-B dans le groupe sanguin, etc. Bien. Donc là, pour ne pas compliquer les choses, vous savez que vous avez quatre groupes sanguins, d'accord? Le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin O, d'accord? Donc le groupe sanguin A, c'est un caractère, si vous voulez, entre parenthèses, c'est un phénotype. Donc quels sont les génotypes correspondants au groupe sanguin A? Les génotypes correspondants au groupe sanguin A sont IA, IA et IA, IO. D'accord? Donc, ces deux génotypes-là, ils vont conduire au groupe sanguin, ils vont coder pour le groupe sanguin grand A. Le groupe sanguin grand B, il est représenté aussi par deux génotypes, soit IB, IB ou bien IB, IO. D'accord? Le groupe sanguin O sera codé, bien sûr, par le génotype IO, IO. Et le dernier, c'est-à-dire le groupe sanguin AB,
il sera représenté par le génotype IA, IB. Voilà. Donc, si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque le nombre d'allèles est égal à 3, donc le développement de cette identité-là va vous donner les fréquences des différents génotypes. Quel est le nombre de génotypes? N ici, il est égal à 3, puisqu'il y a 3 allèles. Donc, le nombre de génotypes est égal à 6. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 génotypes. D'accord? Donc, le développement de cette identité, qu'est-ce qu'il va vous donner? P carré, 2P, P carré pour IA, IA, le génotype IA, la fréquence de PQ pour le génotype IA, IB, Q carré pour le génotype IB, IB, 2PR pour le génotype IA, IO, R carré pour le génotype IO, IO, et 2QR pour le génotype IB, IO. Voilà. Donc, vous voyez ici la répartition des fréquences génotypiques des différents génotypes lorsqu'il s'agit d'un gène triallélique. Bien, donc, comme vous l'avez remarqué ici aussi, vous avez des hétérozygotes. Donc, vous avez des hétérozygotes qui sont IA, IB, IA, IO, IB, IO. Donc, lorsqu'il s'agit d'un gène qui se présente sous forme multiallélique, c'est-à-dire plusieurs allèles, le pourcentage d'hétérozygotie, elle peut dépasser 50%. Vous vous rappelez lorsqu'on avait la courbe en cloche que je vous ai montrée ici, lorsqu'il s'agissait d'un gène biallélique, donc vous voyez que le pourcentage d'hétérozygotie est égal à 0,5, à 50%. C'est un gène biallélique. Et lorsqu'il s'agit d'un gène multiallélique, ce pourcentage, il peut dépasser 50%. Et ce pourcentage, il augmente au fur et à mesure que le nombre d'allèles d'un gène augmente. Donc, le pourcentage d'hétérozygotie, il est représenté par la formule suivante, quand vous le voyez, c'est 1 moins 1 sur n. Et n, c'est le nombre d'allèles. Donc, c'est-à-dire plus n augmente, plus ce rapport 1 sur n diminue, donc plus 1 moins n, il va augmenter. Le pourcentage d'hétérozygotie, voilà, il est d'autant plus élevé que le nombre d'allèles est important. Voilà. Bien, maintenant on va parler de cas des facteurs liés au sexe. Donc comme vous le remarquez jusqu'à maintenant, on avait parlé des gènes bialléliques et des gènes multialléliques qui sont portés par des chromosomes non sexuels, c'est-à-dire portés par les autosomes, des gènes autosomiques. Donc maintenant, on va quand même parler des gènes lorsqu'ils sont liés au sexe, lorsqu'ils sont portés par les chromosomes sexuels et voir cette répartition de fréquences géniques et fréquences génotypiques dans ce cas. Donc deux notions importantes qu'il faut bien sûr connaître, c'est le sexe homogamétique et un sexe hétérogamétique. Donc, le sexe homogamétique, c'est le sexe qui présente les mêmes chromosomes sexuels. Par exemple, chez le sexe féminin, donc chez la femme, ou bien le sexe féminin chez les mammifères, ils sont XX. D'accord? Donc, c'est-à-dire les chromosomes sexuels, ils sont identiques. C'est un sexe homogamétique. Chez certains insectes aussi, chez la drosophile, le sexe femelle, il est XX. D'accord? Mais vous trouvez chez d'autres espèces, par exemple chez certains crustacés et certains papillons, le sexe homogamétique existe chez les mâles. Donc ce sont les mâles qui sont ZZ, d'accord, qui sont de sexe homogamétique. Donc tout cela pour vous dire, lorsque vous parlez de sexe homogamétique, il ne faut pas lier ça au sexe mâle ou bien femelle. D'accord? Chez les mammifères, certains insectes, c'est vrai, le sexe homogamétique, ça, c'est un sexe femelle. Par contre, chez d'autres espèces, le sexe, c'est le sexe mâle qui est homogamétique. Bien. Donc, le sexe mâle, le sexe homogamétique, il est diploïde pour les chromosomes, puisque vous avez un chromosome et son homologue. D'accord? Et, comme vous le remarquez, le sexe homogamétique, il détient les 2 tiers du pool génétique.
Donc, c'est-à-dire que par rapport à un sexe hétérogamétique, le sexe homogamétique, il détient les 2 tiers du pool génétique. Donc, je vais expliquer d'abord la notion de sexe hétérogamétique et on va revenir à cette comparaison du pool génétique. Le sexe hétérogamétique, donc, il présente un seul chromosome sexuel X avec un autre chromosome Y. D'accord? Donc, chez les mammifères, le sexe hétérogamétique, il est de la forme XY. D'accord? Chez la drosophile aussi, le sexe hétérogamétique mâle, il est sous la forme XY. Mais chez d'autres espèces telles que les crustacés et les papillons, le sexe femelle, il est hétérogamétique. C'est le sexe femelle qui est hétérogamétique, ce n'est pas le sexe mâle. D'accord? Donc, comme vous le voyez ici, le sexe femelle, il est WZ. Voilà. Donc, le sexe hétérogamétique, c'est un sexe qui est haploïde. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il présente un seul X. Il est XY, mais il présente un seul X. Donc, il est haploïde. Les gènes, la majorité des gènes, ils sont portés par le chromosome X. Donc, ici, le sexe diploïde, le sexe, il est diploïde. Là, homogamétique, il est diploïde. Et là, il est haploïde. D'accord? Sexe, il est haploïde pour le chromosome X. Toujours, je parle du chromosome X. Il est haploïde. Et là, diploïde pour le chromosome X. Et le sexe hétérogamétique, il détient un tiers seulement du pool génétique. Donc, il y a un seul X. Donc, si vous voulez, cette notion de 2 tiers, 1 tiers, bah, c'est tout simplement ici, vous avez 2X, donc c'est-à-dire 2 fois les gènes ici. Ici, un seul X, donc 1 fois les gènes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ici, si je m'intéresse à un allèle bien déterminé, par exemple, je m'intéresse à l'allèle, par exemple, le locus grand A, donc je vais trouver un allèle sur ce chromosome et un allèle sur ce chromosome chez le sexe homogamétique. Chez l'hétérogamétique, il existe un seul allèle sur ce chromosome. Donc ici, vous avez 2 allèles sur les 2 chromosomes et ici, un seul allèle. Donc, c'est-à-dire que le sexe homogamétique, il détient les 2 tiers du pool génétique et le sexe hétérogamétique, il détient un tiers du pool génétique. Donc, cette notion de sexe homogamétique, sexe hétérogamétique, elle est très importante pour comprendre comment va évoluer la fréquence d'un gène qui est lié au chromosome sexuel. Bien. Donc, il y a 2 cas lorsqu'on veut déterminer les fréquences alléliques pour un gène qui est lié au sexe. Donc, il y a le cas où la fréquence de l'allèle elle est la même chez les mâles et chez les femelles, et il y a le cas où la fréquence de l'allèle est différente chez le mâle et la femelle. Donc, on va commencer par le cas où la fréquence allélique elle est identique dans les 2 sexes. Donc, c'est-à-dire que on va prendre toujours le cas d'un gène biallélique, grand A, petit a. La fréquence de grand A, on va l'appeler P, et la fréquence de petit a, on va l'appeler Q. D'accord? Donc, PM, c'est la fréquence de grand A chez les mâles, M comme mâle, et F, c'est la fréquence de l'allèle grand A chez les femelles, donc petit f. La même chose, QM, c'est la fréquence de l'allèle petit a chez les mâles, et QF, c'est la fréquence de l'allèle petit a chez les femelles. Donc là, le premier cas, c'est lorsque la fréquence de l'allèle grand A chez les mâles et les femelles est identique. Donc, elle sera désignée par P. PM égale à PF égale à P. Ici, la fréquence de l'allèle petit a, elle est égale à la fréquence chez les mâles, égale à la fréquence de l'allèle petit a chez les femelles, et par conséquent, on va la représenter par la loi de Hardy-Weinberg s'applique au sexe homogamétique et les fréquences génotypiques dans le sexe hétérogamétique sont directement déduites des fréquences alléliques. Donc, on va expliquer tout ça. Bien. Donc maintenant, on va prendre le cas, comme j'ai dit tout à l'heure, le cas d'un gène biallélique, c'est-à-dire il est représenté par 2 formes alléliques, grand A et petit a. Le gène, il est porté par le chromosome sexuel X.
Et la fréquence de grand A, elle est P, fréquence de petit a, elle est Q. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les fréquences génotypiques dans chacun des deux sexes pour une population à l'équilibre, à l'état d'équilibre. Donc, prenez le tableau ici, en bas, pour comprendre, si vous voulez, la répartition des fréquences génotypiques à l'équilibre. Donc, comme vous le remarquez, donc maintenant, puisque le gène il est lié au sexe, il n'est pas porté par un autosome, on différencie les mâles, les femmes des hommes. D'accord? Le sexe homogamétique femelle, XX, et le sexe hétérogamétique mâle, XY. Donc, la répartition des génotypes. Donc, normalement, les trois génotypes possibles sont X grand A, X grand A, X grand A, X petit a, X petit a, X petit a. D'accord? La répartition des fréquences dans le sexe femelle, elle est P carré de PQ, Q carré. D'accord? Donc, pour le mâle, le sexe hétérogamétique, donc vous avez deux phénotypes. Donc, deux génotypes, bien sûr, deux phénotypes. Donc, deux génotypes, X grand A, Y, avec la fréquence P, et X petit a, Y, avec une fréquence Q. Donc, comme vous le remarquez, la fréquence du caractère récessif, donc si vous prenez, si vous supposez que grand A est dominant et petit a est récessif, donc c'est-à-dire que le phénotype récessif chez les femelles, le génotype récessif, c'est le X grand A, qui va donner X petit a, qui va donner le phénotype petit a, le phénotype récessif. Et le phénotype récessif chez les mâles, correspond au génotype X petit a, Y, qui va donner le phénotype petit a. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que la fréquence du caractère récessif, qui est Q, chez le mâle, elle est la racine carrée de la fréquence du même caractère chez la femelle. Donc, la fréquence de ces individus, c'est la racine carrée de la fréquence de ces individus. C'est la racine carrée de Q carré. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire tout simplement que le phénotype récessif, il est beaucoup plus fréquent dans le sexe hétérogamétique que le sexe homogamétique. Donc, c'est-à-dire que cette fréquence Q, elle est supérieure à Q carré. Voilà. Donc, et comme vous le remarquez ici, chez la femme, la répartition, c'est comme si vous vous intéressez à un gène autosomique. Vous voyez, P carré de PQ, Q carré, ce sont les fréquences qu'on a trouvées lorsqu'elle s'intéressait à un gène biallélique porté par un autosome. D'accord? Donc, c'est-à-dire P carré de PQ, Q carré. Pourquoi? Parce que tout simplement, les chromosomes, chaque chromosome, il a son homologue. Donc, c'est dans le sexe homogamétique, vous avez la répartition, comme on avait vu lorsqu'il s'agissait d'un gène porté par les autosomes. Par contre, dans le sexe hétérogamétique, la fréquence euh, de l'allèle grand A c'est la même que la fréquence du génotype X grand A Y. C'est-à-dire que la fréquence du génotype elle est donnée directement par la fréquence génique de l'allèle correspondant. La fréquence de ce génotype elle est directement donnée par la fréquence de grand A. Donc la fréquence de grand A dans ce cas chez l'homme est P, donc la fréquence du génotype c'est P. La fréquence du génotype X grand petit a Y, elle est directement donnée par la fréquence génique de petit a. La fréquence génique de petit a ici, elle est égale à Q. Donc la fréquence du génotype, elle est égale à Q. Donc c'est la fréquence du génotype, elle est directement donnée. C'est pour cela qu'on a dit ici, les fréquences génotypiques dans le sexe hétérogamétique sont directement déduites des fréquences alléliques. Bon, il y a un exemple concret concernant un gène biallélique qui est porté par le chromosome sexuel X. C'est le cas du daltonisme chez l'homme. Donc le daltonisme, il est dû à une mutation récessive sur un gène porté par le chromosome sexuel X. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué lorsqu'on a fait une étude sur une population européenne? On a
remarquez que la fréquence de l'allèle récessif est de l'ordre de 0,04, c'est-à-dire 4%. Donc Q, la fréquence de petit a, elle est égale à 0,04. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, puisque c'est un gène qui est lié au sexe, cette fréquence-là, elle sera la même chez les individus de sexe mâle atteints par le daltonisme. Leur génotype, c'est quoi? C'est X petit a Y. Donc, c'est-à-dire que ces individus X petit a Y, ils seront d'une fréquence égale à 0,04. D'accord? Donc, l'anomalie est fréquente chez les hommes, X petit a Y, Q égale à 4%, qui est égal à 0,04. Mais l'anomalie, elle est très rare chez les femmes. Parce que les femmes qui sont atteintes du daltonisme, quel est leur génotype? Leur génotype, c'est X petit a, X petit a. Et quelle est la fréquence du génotype X petit a, X petit a? C'est Q carré. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? X petit a, c'est Q carré. Et par conséquent, la fréquence, ça sera 0,04 au carré, qui est égal à 0,16%. Donc, c'est-à-dire que la fréquence de la maladie, elle est plus importante chez les mâles que chez les femelles. Bien, les fréquences, bon, les hétérozygotes, ça existe chez les femmes, ça n'existe pas chez les hommes, puisque un génotype hétérozygote, il existe ici, X grand A, X petit a. Et sa fréquence, elle est 2PQ. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la fréquence des hétérozygotes est élevée chez les femmes. Elle est 2PQ, donc elle est égale à 8%. Elle est élevée par rapport à 0,16% et par rapport à 4%. Mais ce sont des hétérozygotes. Ils sont porteuses. Bien sûr, les femmes hétérozygotes, elles sont porteuses de l'allèle petit a. C'est pour cela qu'on dit que les femmes hétérozygotes ont une chance sur deux de transmettre l'anomalie à chacun de leurs descendants mâles. Dans le cas où les fréquences alléliques sont différentes chez les deux sexes, donc c'est-à-dire la fréquence de l'allèle grand A chez les mâles est différente de celle chez les femelles. Et la fréquence de l'allèle petit a chez les mâles est différente de celle chez la femelle. Donc dans ce cas, les fréquences géniques, bien sûr, ils vont changer. Les fréquences génotypiques aussi. Parce que pourquoi? Parce que chaque mâle, qui est XY bien sûr, reçoit un chromosome X de sa mère. Donc les fréquences alléliques chez les mâles à la génération suivante correspondent aux fréquences alléliques chez les femelles de la génération précédente. Donc, c'est-à-dire que la fréquence de l'allèle grand A chez un garçon à la génération T, d'accord, elle est égale à la fréquence de l'allèle grand A chez sa maman. Et la fréquence de l'allèle petit a chez un garçon à la génération, chez un garçon, donc elle est égale à la fréquence de l'allèle petit a chez sa maman. D'accord? Puisque dans son génotype XY, ici il ne présente que le X, et ce X il vient de chez sa mère. Donc la fréquence de son génotype sera la fréquence de l'allèle chez sa mère. Donc lorsque le gène étudié est lié au sexe, la recombinaison des chromosomes X ne se fait pas au hasard. Parce qu'un mâle, il reçoit son chromosome X de sa mère, il ne le reçoit pas de son père. Donc c'est pas au hasard. L'union des chromosomes ne se fait pas au hasard. Et ne transmet ce chromosome X qu'à ses filles. Il ne le transmet pas à ses garçons. Donc vous voyez qu'il y a une restriction lorsque le chromosome est lié au sexe. D'accord? Donc l'égalité des fréquences alléliques demande plusieurs générations. Il ne va pas se faire en une seule génération. La fréquence du génotype de l'allèle chez les femelles, elle correspond à une moyenne des fréquences alléliques du père et de la mère. D'accord? Donc c'est pour cela que ici vous trouvez que la fréquence de l'allèle grand A chez la fille, ça sera la fréquence de l'allèle grand A chez son père,
plus la fréquence de l'allèle grand A chez sa mère divisé par 2. La même chose, la fréquence de l'allèle petit a chez la fille, ça sera égal à la fréquence de l'allèle petit a chez son père, plus la fréquence de l'allèle petit a chez sa mère sur 2. Donc c'est une moyenne des fréquences alléliques chez les parents. Voilà. Donc là, il y a 2 scénarios possibles. Il y a le cas lorsque vous voulez calculer la fréquence de l'allèle, la fréquence globale de l'allèle dans toute la population, chez tous les enfants. D'accord? Chez tous les enfants, vous voulez calculer la fréquence, par exemple, parce qu'un couple, il va donner 1, 2, 3, 4, etc. enfants. Donc, vous voulez calculer la fréquence globale de l'allèle chez tous les enfants issus d'un croisement entre deux parents. D'accord? Donc, il y a 2 cas. Il y a le cas où il y a autant de mâles que de femelles, c'est-à-dire vous avez le nombre de garçons égal au nombre de filles. Donc, dans ce cas-là, les fréquences alléliques globales de l'allèle grand A et bien petit a sera la moyenne de la fréquence des allèles dans les 2 sexes, pondérée par leur contribution relative. Donc, la contribution relative, ce sont les coefficients dont on a parlé au début. Vous vous rappelez que lorsqu'on a parlé de sexe homogamétique et de sexe hétérogamétique, lorsqu'on a parlé de ça, donc qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, voilà, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a dit que la contribution des sexes homogamétiques dans le pool génétique, elle est de 2 tiers. Et la contribution du sexe homogamétique, elle est de 1 tiers. De sexe hétérogamétique, elle est de 1 tiers. Donc 2 tiers, 1 tiers. Donc il faut prendre en considération, lorsque vous voulez calculer le nombre, si vous voulez, le global, la fréquence globale d'un allèle dans une génération, il faut quand même prendre en considération ces coefficients 1 tiers et 2 tiers. Là, vous savez que la femelle, c'est-à-dire les filles, ils vont contribuer 2 fois plus que leurs frères. D'accord? Puisque, concernant les gènes liés au sexe, elles représentent 2 fois plus de gènes liés au sexe que leurs frères. Et par conséquent, dans le calcul de la fréquence globale de l'allèle grand A, ça sera égal aux 2 tiers de la fréquence des filles, de l'allèle grand A chez les filles, plus 1 tiers de la fréquence de l'allèle grand A chez les garçons. La même chose, la fréquence de l'allèle petit a, la fréquence globale de l'allèle petit a, ça sera égal dans la génération, dans la descendance, ça sera égal aux 2 tiers de la fréquence de l'allèle petit a chez les filles, plus le 1 tiers de la fréquence de l'allèle petit a chez leurs frères. Le 1 tiers. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous calculez, bien sûr, la fréquence globale de l'allèle dans une descendance. Donc, il y a le cas, bien sûr, lorsque vous n'avez pas autant de garçons que de filles. Donc, vous avez plus de garçons que de filles ou bien plus de filles que de garçons. Donc là, dans le calcul de la fréquence globale d'un allèle, dans la descendance, il faut prendre en considération quand même les effectifs des garçons et des filles. Donc, il faut appliquer la formule suivante qui tient compte du nombre de garçons et de filles. Donc, la fréquence globale de l'allèle, ici grand A, dans une descendance, ça sera égal à la fréquence de l'allèle grand A chez les garçons fois le nombre de garçons, plus 2 fois la fréquence de l'allèle petit a, grand A, pardon, chez les filles, fois le nombre de filles, sur le nombre de garçons plus 2 fois le nombre de filles. Voilà. Puisque la contribution des filles, elle est 2 fois plus importante que les garçons, donc il faut toujours multiplier par 2. Voilà. Donc cette formule, elle est valable lorsqu'on a autant de garçons que de filles, hein. Elle est valable. Il suffit de remplacer NM et NF par
le même nombre. Parce que dans le cas précédent, dans ce cas-là, le nombre de nm égale à nf égale à n. Donc, si vous remplacez nm, nf par n, donc vous aurez, lorsqu'il y a autant de mâles que de femelles, donc vous allez retrouver cette formule. Une remarque très importante concernant la répartition de la fréquence génique et génotypique lorsque le gène est lié au sexe. Parce que dans le cas de l'hérédité liée au sexe, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit lorsqu'il s'agissait d'un autosome, lorsqu'il s'agissait d'un gène autosomique, l'équilibre génétique il est atteint en une seule génération. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un gène qui est lié au sexe, l'équilibre génétique qui résulte d'un accouplement au hasard n'est pas atteint en une seule génération. D'accord? Il lui faut beaucoup de générations pour atteindre l'état d'équilibre. Donc, on ne peut pas dire en une seule génération, lorsque le gène est lié au sexe, bien sûr, on ne peut pas dire en une seule génération qu'on a atteint l'état d'équilibre. Et par conséquent, la fréquence génique ne va plus changer d'une génération à la suivante. Donc, un exemple concret pour comprendre ça, prenez un gène, prenez une population qui n'a jamais été en équilibre. Donc, on s'intéresse toujours à un gène biallélique. Donc, les différents génotypes sont grand A, grand A, grand A, petit a et petit a, petit a. Lorsque vous calculez les fréquences de ces différents génotypes, vous allez trouver 3 sixièmes, 2 sixièmes et 1 sixième. D'accord? Donc, cette population n'est pas en état d'équilibre. Parce que la répartition, sa distribution, la distribution de sa composition ne correspond pas aux fréquences P carré de PQ et Q carré. Parce qu'une population en équilibre doit se présenter comme ça. Le grand A avec une fréquence P carré, le grand A petit a avec le PQ et le petit a avec Q carré. Or, ces proportions ne correspondent pas à ces fréquences d'équilibre. Donc, là, si je calcule dans ce cas la fréquence de l'allèle grand A et la fréquence de l'allèle petit a, donc qu'est-ce que j'aurai? La fréquence de l'allèle grand A égale à 2 tiers et la fréquence de l'allèle petit a, elle est égale à 1 tiers. Donc, il suffit, après une génération d'accouplement, c'est-à-dire, supposer que ça, c'est la génération G0, il suffit d'une génération d'accouplement, G0 croisé par G0, et dans la G1, je vais retrouver les conditions d'équilibre, c'est-à-dire après une génération d'accouplement au hasard. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai l'équilibre. D'accord? Qu'est-ce que j'aurai? Grand A avec 4 sur 9, proportion 4 sur 9, grand A, petit a, 4 sur 9, et petit a, 1 sur 9. Et ces proportions-là, ces différentes proportions, ils correspondent à une population à l'état d'équilibre. P carré de PQ, Q carré. Donc, il a fallu une seule génération pour atteindre les conditions d'équilibre, puisque le gène, c'est un gène autosomique, il est porté par des autosomes. Donc, l'autre cas, c'est lorsque le gène étudié est lié aussi au sexe. Donc, lorsque le gène étudié est lié au sexe, la recombinaison des chromosomes X ne se fait pas au hasard. Parce qu'un mâle, il reçoit son chromosome X de sa mère, il ne le reçoit pas de son père. Donc, ce n'est pas au hasard. L'union des chromosomes ne se fait pas au hasard. Et ne transmet ce chromosome X qu'à ses filles. Il ne le transmet pas à ses garçons. Donc, vous voyez qu'il y a une restriction lorsque le chromosome est lié au sexe. D'accord? Donc, l'égalité des fréquences alléliques demande plusieurs générations. Il ne va pas se faire en une seule génération.